où j'avais fait un faux départ, quoi. Hein, bon. Donc il y aura une dizaine de séances cette année là, parce que j'arrête j'avais annoncé que j'arrêterais début juin. Première semaine de juin, je fais encore un séminaire, mais je vous donnerai les dates. Hein. Bon. Et ce que je vais faire cette année débordera sûrement, si Dieu nous prête vie, sur l'an prochain, parce que je n'aurai pas fini cette année ce que j'ai en projet. Simplement un rappel qui est presque obligatoire ici, c'est que le séminaire que je fais ici ne peut pas servir à aucune inscription ou validation dans l'établissement. C'est totalement libre et par conséquent, s'il y avait ici des auditeurs qui ne peuvent pas se faire valider pour quelque cursus que ce soit, ce que je fais ici. Bon, alors, la première séance que j'ai faite, je la maintiens, mais je ne m'en occupe plus. Hein, bon, c'est une variante que je vais faire là, très différente, mais c'est une variante quand même, on verra plus tard. Bon. Alors, je fais comme si je commençais. Bon. Et je commence d'ailleurs. Bon. Mon projet est de mettre à l'épreuve un problème que j'ai forgé et je voudrais voir s'il tient. Bon. S'il ne tient pas, il ne tient pas. On verra bien. Bon. Il faudra sûrement l'amender. Bon. Il faudra sûrement le modifier. Je vais aujourd'hui faire une première présentation de ce problème qui, évidemment, n'a pas la solidité des problèmes canoniques. Bon, n'a pas la solidité des problèmes canoniques, mais a en quelque sorte l'avantage d'une certaine fraîcheur. Bon. Aristote, qui était un drôle de type quand même, avait préféré renoncer à l'originalité de l'invention par lui de la science de l'être en tant qu'être pour la mettre au compte des anciens et pour dire qu'il était l'héritier du plus ancien que lui. Parce que quand on est grec, ce qui est plus ancien, par soi, vaut davantage. Et par conséquent, il sacrifie. Il ne le fait pas pour la logique, mais pour la science de l'être en tant qu'être. Il dit, dans le fond, ce que je fais, c'est la même chose que ce que faisait Empédocle, Parménide, etc. Bon. Eh bien, d'une certaine façon, je ne peux pas faire ça, moi, quand même, parce que je suis pas Aristote. Bon. Et puis, ce problème, il est sans doute... Voilà, bon. Alors, je vais le présenter dans ces points d'articulation décisifs, majeurs pour moi. Bon. Vous n'allez sans doute pas... être en familiarité tout de suite avec lui. C'est normal. C'est tout à fait normal. Si vous l'étiez, ça voudrait dire qu'il n'a aucune nouveauté. Bon. Ça, c'est sûr. Ça. Bon. Alors, l'an passé, il s'agissait de sortir de l'ornière, vous vous rappelez ? Et pour ça, faire sortir la philo de l'ornière. Et pour ça, j'avais imaginé... Petite fiction, hein, évidemment, un changement d'entendement. Bon. Et ça, c'était destiné à... C'était un expédient un peu artificiel, hein, je le sais bien. Bon, je n'ignore pas. On ne change pas d'entendement à volonté et sur commande. Hein. Bon, on ne change pas du tout d'entendement, d'ailleurs. Bon, on l'abandonne, c'est tout. Bon. Alors, c'était pour... faire soupçonner ce qu'est l'étrangeté de la philo. Quand la philo perd son étrangeté, pour moi, elle a perdu son arête vive. Bon. Et elle doit comporter toujours une composante d'irrecevabilité. C'est pourquoi, quand les années précédentes, en m'occupant des chimères, en m'occupant des intuitions insensées, en m'occupant de la contre-évidence, en m'occupant d'un entendement nouveau, toutes ces choses reviennent au même,
à savoir que ça contrarie une espèce d'attente logique normale. Bon, si je vous dis l'intuition, ben vous dites l'intuition, bon, allons-y, faisons un truc sur l'intuition, mais la contre-intuition, qu'est-ce qu'elle raconte là? Bon, eh bien, alors, je me suis dit que si on est un peu attentif au cours du monde, et on est obligé en ce moment d'y être attentif, hein, il faudrait se boucher les oreilles pour ne pas y être attentif, bon, on pourrait rapidement s'apercevoir que c'est lui, le cours du monde, qui fait sortir la philo de l'ornière. Donc, mon idée, c'est que pas besoin de forger des choses qui sont quand même faibles. J'en ai le sentiment fort, hein. Tout le monde fait des... Bon, c'est moins fort que le doute hyperbolique de Descartes, mais le doute hyperbolique, c'est une fiction, hein. Descartes le sait. Bon, d'ailleurs, il la contrôle, très bien, c'est tout. Bon. Eh bien, alors, c'est lui, le cours du monde, qui fait sortir la philo de l'ornière et qui l'oblige à muer. Bon. Ce qui m'intéresse cette année, c'est l'amorce du problème, c'est de faire subir à la philo une mutation. Bon, une mutation. Mais au sens d'une mue. Une mue. C'est-à-dire qu'il y a comme une peau qui se défait et comme une nouvelle forme qui apparaît à la place de l'ancienne. Bon, c'est pas simplement une mutation, comme on dit une mutation, bon, comme changer de lieu, etc. Bon. Alors, pour ça, je vais être obligé de mettre en suspens une certaine évidence qui est qu'il y a des processus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des processus. Bon. Un processus, ça veut dire qu'il y a une ressource interne au mouvement capable de passer par-dessus et par-delà les moments délicats. Bon. Les moments où ça ne va pas bien. Bon. Un processus a par soi l'énergie, la force, la puissance, où je voudrais, de passer outre les cas où ça résiste. Bon. Et c'est, en ce sens, l'histoire a été présentée jusqu'à, disons, le XXe siècle, comme le grand processus. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui puisse faire obstacle, qui ne soit, dans le fond, excédé, dépassé. Bon. Alors, ça, on y reviendra, je donne aujourd'hui les jalons. Ce sont des jalons, hein. Alors, vous en prendrez quelques-uns, vous les prendrez tous, vous verrez bien. Bon. Et je les dispose un peu déjà dans un certain ordre, ces jalons. Bon. Alors, la mue de la philo, bon, c'est une idée que j'ai, c'est que la philo est en train de subir une mue. Bon. Et comme tout le reste, d'ailleurs, comment voulez-vous que ce serait quand même curieux que le cours du monde subisse en ce moment une extraordinaire situation, qui est que j'ai le sentiment que tout ce qui avait prétention à avoir une forme est en train d'éclater. Bon, pas la peine d'aller chercher ne serait-ce que l'Europe. Bon, vous sentez bien qu'il y a une sorte d'hésitation dans cette forme, qui est une victoire sur du multiple. Hein, bon, cette forme est en train d'être secouée, ébranlée. Les peuples eux-mêmes, les États eux-mêmes n'ont plus la sûreté de leur forme. Bon, et c'est évident pour tout ce qui est du registre de l'art, sans doute pour la façon dont nous avons imaginé au sein des sociétés la différence des sexes. Il y a là c'était une forme, ça, hein. Bon, elle valait ce qu'elle valait, c'était une forme. Cette forme est en train de craquer. Bon, alors, ce qui m'intéresse, c'est que les formes craquent. Qu'est-ce qui se passe quand les formes craquent? Bon, alors, je dirais tout de suite que j'ai cru apercevoir que la grande philosophie,
c'est-à-dire celle qui va de Parménide à Hegel, mettons, bon, et puis un peu plus loin, bon, avait toujours fait la présupposition que le processus était doublé, comme une doublure, par un indéchirable, qui était le logos. Bon. Et qu'il pouvait arriver ce qu'on veut supposer comme accro à la surface, c'était indéchirable. Et par conséquent, il suffisait de se mettre au niveau du logos pour n'avoir jamais de gros pépins. Bon, évidemment. Bon. Ça, je crois que on ne l'accepterait pas aujourd'hui. On n'accepterait pas l'idée que les processus sont doublés par un logos, de la même façon que nous n'acceptons plus qu'il y ait quelque chose qui était évident pour Bossuet, à savoir la providence. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas qui oserait soutenir un traité de l'évidence, de la providence. Hein. Bon, je ne sais pas. Bon. Alors, si, et c'est là au premier, je dirais, indication qu'il n'y a peut-être pas processus, la philosophie n'est peut-être pas un processus. Hein. Bon, ça, bon, elle l'est chez certains. Bon, chez très grands même. Bon, je me demande si c'est le cas. Bon, et la sortie de l'ornière, réussie ou ratée, peu importe, hein, bon, me signale, m'indique un type d'éclatement de la philo, cet éclatement de la forme, bon, en trois morceaux. Bon, comme si toute la philo, chaque fois toute la philo, c'est pas un morceau de la philo, c'est toute la philo, était dans trois, je dirais, mouvements, démarches, qui, entre eux, n'ont pas nécessairement de connexion. Bon, à savoir que quand on est dans l'ornière, on y est, et c'est indispensable d'être dans l'ornière pour faire de la philo un peu, hein. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à être dans l'ornière, c'est-à-dire que et puis il faudra s'habituer à en sortir, essayer de s'habituer à en sortir, et puis d'en être sorti. Bon, mais il faut y être passé. Bon, et l'ornière, c'est là où s'effectuent tous les actes de répétition, tous les actes de reprise, tous les ressassements. Autrement dit, c'est quelque chose que Valéry appelait la fonction re. Hein. Il y a dans les cahiers une indication sur la fonction re, du retour, etc. Bon. Et dans l'ornière, on y est. Bon. Et la philosophie y est. Bon. Elle est exemplaire, ce ressassement est exemplaire, pour moi, avec Heidegger. Exemplaire. Autrement dit, c'est, quand on pose la question qu'est-ce que c'est qu'une chose, on est en train de ratiociner de façon inouïe, en croyant qu'on est en train de poser une question profonde et fondamentale. J'ai acquis la conviction que qu'est-ce qu'une chose, qu'est-ce que l'un, ou qu'est-ce que tout ça, le qu'est-ce que est déjà l'indication qu'on est en train de... On sait déjà ce que c'est, on dit qu'est-ce que c'est que... Bon, on le sait déjà, donc c'est une question bidon. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Qui aurait la sottise de poser cette question? Bon, puisque nous le savons déjà. Bon, alors on peut poser d'autres questions, mais sans doute. Mais il y a des questions qui sont bon. Alors, dans l'ornière, quand la philo est dans la phase de répétition, elle est toujours aux prises, j'y viendrai plus tard, avec cette espèce d'horrible production que sont les entités. Les entités qui font la philo. Essence, existence, substance, etc. Tout ça. Bon, tout ça, ça dort dans les dictionnaires, dans les livres, dans les textes, et il faut les réanimer. Et d'une certaine façon, j'ai donc bien vu comment De Santi travaillait. Son travail était souvent de réanimer, réactiver des significations éteintes et, je dirais, devenues solides, des abstractions, quoi, bon, solides, quoi, bon, la substance, bon, on finit par croire que ça existe, Bon, ça n'existe pas, la substance, ça n'existe pas, bon, c'est... Qui me disait ça l'autre jour? Ça doit être Badiou qui dit ça. La philo est pleine d'irréalité.
C'est-à-dire que le transcendantal, ça n'existe pas. Si vous posez la question, ça fait une question malvenue. Ça n'existe pas. Bon, il faut poser d'autres questions. Bon, et c'est un problème important de savoir quelles sont les questions pertinentes qui relèvent, qu'il faut poser à quelque chose. Ce qui implique qu'on sache un petit peu quelque chose déjà de la chose pour savoir quelle est la question pertinente. Donc, j'avais jadis travaillé ça chez Aristote, qui voulait le moins possible imaginer une connexion préétablie, bon, qui préétablit le rapport. Bon, comment ajuster une proposition à un état de choses sans avoir d'avance noué par derrière l'accord. Bon, il y a deuxième phase, deuxième moment, bon, qui présente une coupure absolument nette. Bon, à savoir de l'ornière, la philo, elle en sort. Bon. Elle en sort, c'est-à-dire qu'elle est en train de sortir. Bon. Et là, j'y vois tous les mouvements par lesquels le soi philosophant essaie de maîtriser en lui sa tendance à l'hyperbole et à tous les mouvements hyperboliques. Vous savez que ce qui a été le grand malheur de la philosophie, mais un malheur quasiment naturel, hein, c'est que elle a cru spontanément que plus elle y allait, plus elle en remettait dans l'équilibrisme, plus elle était philo. Bon, et que par conséquent, moins ça repose sur le sol et plus c'est en train d'être en l'air sur une espèce de fantasmagorie ou de tour de passe-passe, plus ça avait l'air d'être bien. Bon, et par conséquent, c'est une surenchère à l'hyperbole. Bon, et donc c'est ça dont il faut se prévenir et se prémunir. Bon, mais c'est très difficile parce que c'est une espèce de frayage qui est quasiment tout fait. On s'y engage et je vais donner un exemple. Vous avez l'expérience des choses. Vous voyez des tomates, vous voyez des sapins, vous voyez des lapins, vous voyez tout ça. Bon, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je pourrais les voir autrement? Bon, si je les voyais autrement, je verrais autre chose. Et cette chose qui vient d'apparaître, cette autre chose, est-ce que je pourrais pas faire autre chose que le voir? Bon, et je sors du jeu par une hyperbole qui fait que je me suis libéré de l'expérience et que je suis je sais pas où. Bon, dans comment atteindre autrement que par la perception cette chose qui vient de surgir parce que je regardais autrement la même chose. Bon, alors ça, c'est très simple. Hein. Bon, et puis, mais on n'est pas encore dehors là. Hein. On n'est pas encore en dehors de l'ornière. Et il y a un troisième état, c'est que quand la philosophie sera dehors, elle sera hors de l'ornière. Mais ça, on y viendra peut-être. Bon, alors. Notez dès à présent quand même dans votre mémoire que la mue de la philo, c'est la mue depuis la perte de la belle forme de pensée. Bon, je vais venir sur l'expression. Bon, la mue, elle va porter sur la perte, l'éclatement de la belle forme de pensée en trois situations. En trois situations qui seront chaque fois toute la philo. Bon. Alors, excusez-moi, j'ai trop chaud. Si vous avez chaud, vous pouvez peut-être ouvrir, mais... non, si, c'est bon, moi ça va, hein, mais... Alors... La belle forme de pensée... c'est tout ce qui a toujours été indiqué comme étant le mode de présentation, la Darstellung, présentation hein, en allemand, bon, de la philosophie sous une forme, je dirais, qui tient de l'œuvre d'art. Bon. Hegel dit du Parménide qu'il est la plus grande œuvre d'art dialectique de l'Antiquité. Bon, l'éthique de Spinoza, c'est une belle forme. La logique de Hegel, c'est une belle forme. Bon,
les traités, les tractatus sont des belles formes. Bon. Au moins, on accordera à Husserl qui se foutait de la belle forme, puisqu'il ne fait pas de livre. Il ne fait pas de livre. Il a un flux continu de différences, il fait tout le temps des différences, et puis à un moment, ses élèves arrêtent, coupent, montent, font un montage, présentent au maître, il dit « Oh, ça va », et puis c'est publié. Bon, Landgrave, tout ça, ce sont des hommes qui ont fait le travail. Bon, il a publié quelques livres au début, mais dans le fond, il trouvait que le livre était un artefact social qui déformait, en tant qu'artefact culturel et social, qui déformait, évidemment, parce qu'il faut équilibrer dans un livre. Il faut faire une introduction, il faut équilibrer les parties, il faut faire une conclusion. Bref, c'est un travail artificiel. C'est un travail d'artisan. Bon, et ça perturbe quelque chose du flux, je dirais, intact de la différenciation de la visée. Bon, laissons ce problème. Bon, alors, aujourd'hui, la belle forme de pensée, bon, le système est une belle forme de pensée. Quand vous demandez, comme ça, quelque chose sur la philo, on vous dit tout de suite, ah ben ce sont des systèmes. Bon, alors le système a toujours, je dirais, bénéficié d'une espèce de faveur pour la bonne présentation de la philo. Bon, mais il y a d'autres. Les méditations de Descartes, c'est une belle forme. Bon, les livres de Bergson, ce sont de belles formes. Bon, ils sont très travaillés. Bon, très travaillés. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de philosophes qui sont indifférents ou même qui recherchent à éviter la belle forme. Bon, qui recherchent à éviter la belle forme, qui est trompeuse, qui est très trompeuse. Bon, alors ça, c'est ce qui va m'amener à penser que, dans le fond, la belle forme de pensée a éclaté, comme toutes les formes du présent ont tendance à le faire. Bon. Toutes les formes ont tendance en ce moment à éclater. Et la belle forme de pensée aussi. Bon. Et de cet éclatement, qu'a-t-il résulté? Eh bien, une tension entre des pôles très, très singuliers. Il y en aura trois majeurs, dont je parlerai tout à l'heure. Quand vous retirez, quand vous soustrayez, quand ça s'effondre, quand ça éclate, quand le beau processus se défait, bon, se lézarde, se fissure, tout ce que vous voudrez, hein, bon, il y a quelque chose qui reste intact, c'est quelques phases, mais qui sont isolées, bon, qui ne sont pas reliées, bon, et la tentation sera toujours de les relier à nouveau, bon, et c'est ça ce qu'il faudra sans doute éviter à mon avis. Bon, alors, j'avance un peu. Il est, je dirais, difficile de procéder aujourd'hui sans perturbation, même en philo, tandis qu'une gigantomachie se passe, qui menace de faire éclater tous les ensembles. Bon. Une gigantomachie entre l'éparpillement, un combat de géants, hein, l'éparpillement et la volonté de maintenir des formes. Bon. Et ceci fait que, d'une certaine façon, on a l'impression que parfois les philosophes, mais contemporains, j'en sais rien, tiennent du journaliste embarqué. Vous savez ce que ça s'appelle, hein, c'est-à-dire le journaliste qui est associé au mouvement même des conflits, de la bataille, etc. Bon, c'est-à-dire pas le journaliste qui reste en arrière, celui qui... Bon, la philo a été tentée par le journalisme, hein, bon, c'est vrai, ça, bon, Karl Kraus, bon, le disait, bon, et conjointement à cette espèce de, disons, d'étrangeté qu'il y aurait à préserver la philo dans une sérénité intouchée. Bon. Entre ça et puis la belle forme disloquée, il y a connexion, c'est évident. Bon. Alors,
ce qui est en jeu en ce moment, c'est que dans la gigantomachie dont je parle, on devra déterminer un jour la forme que prendra la configuration des forces. En ce moment, vous avez un jeu de forces, vous seriez bien en peine, moi aussi d'ailleurs, de savoir par quel problème il faut commencer pour analyser le cours du monde. Est-ce qu'il faut commencer par l'économie? Est-ce qu'il faut commencer par l'écologie? Est-ce qu'il faut commencer par les problèmes locaux? Enfin, ils sont plus locaux les problèmes, enfin, un enracinement local. Bon, c'est très bon. Autrement dit, notre présent est sans doute un présent de, je dirais, reconfiguration entre deux configurations. Bon, alors celle qu'on a quittée et qui était illustrée dans le fond jusqu'en 1989 par l'équilibre des blocs, c'était une forme d'équilibre, une sorte de forme, et puis celle qui viendra peut-être, il n'y a pas de raison de ne pas imaginer qu'il n'y a pas une forme qui va surgir, je ne sais pas de quelle façon, bon, mais nous sommes sûrement en ce moment dans une période intermédiaire. C'est pas seulement moi qui le pense, mais il y a beaucoup. Bon, à savoir que les situations, les concepts, les discours n'arrivent pas à accéder à leur forme. Bon, ils sont en déficit. Bon, parce que la poussée des antagonismes est trop forte. Bon. Alors, avançons un petit peu dans ce qui sera mon affaire. Bon. Alors, notre présent mondialisé, n'a pas tout à fait de forme, je vous disais, et il n'a ni la forme d'un récit, ni la forme d'un développement, ni la forme d'un cercle, comme le jugeait Hegel, bon, à savoir que la fin enrichit, c'est tout. La fin, c'est l'enrichissement, comme on dit, de l'uranium enrichi. Bon, ce qui est difficile, c'est que on a toujours eu d'ailleurs, sauf quand on imagine une homothétie stricte, on a du mal à, je dirais, trouver le mode d'affinité qu'il y a entre le cours du monde, comment ça se développe, bon, et puis la façon dont une philosophie prend forme. On avait beaucoup ri d'Axelos, un homme d'une autre génération, qui avait écrit un Héraclite, où il disait que l'idée du mouvement universel, du flux permanent, lui avait été donnée par la circulation de l'argent dans l'Asie mineure. Bon, alors, il avait sans doute une phase marxisante, là, bon, et il jugeait qu'effectivement, il y avait une homothétie entre le flux héraclitéen, il n'y a pas des temps, il n'y a que des états, bon, ça c'est très important pour lui, bon, et la circulation de la monnaie. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser de ça, bon, mais il est certain qu'on ne peut pas immédiatement indexer la forme de l'éthique à l'histoire des Pays-Bas au XVIIe siècle. Il faut trouver l'intermédiaire, il faut trouver des médiations, il faut trouver une voie indirecte. Bon. Ou bien on maintient qu'il y a une autonomie absolue, bon, d'une œuvre de philosophie par rapport à son entourage, à son contexte, etc. Bon, et par conséquent, cette autonomie nous conduit directement vers le fait qu'une fois qu'on est embarqué dans l'autonomie, ben on y est bien, on y reste. Bon, et on ne pose plus
se pose plus de questions sur qu'est-ce que c'est que la provenance. Bon, si on s'en soucie, alors là c'est plus difficile. Bon, c'est ce que De Santi avait voulu faire. Il avait projeté deux tomes de Spinoza, un premier tome qui a été écrit, un second qui n'a pas été écrit. Le premier était les conditions historico-économiques de la Hollande au XVIIe siècle, qui rendaient compte de la possibilité du survissement de l'éthique. Et puis deuxièmement, il voulait la réciproque, montrer que l'éthique était issue de ça. Bon, il n'a jamais pu écrire le deuxième tome. Bon, ce qui est bien un indice qu'on ne passe pas du tout aisément d'un sens à l'autre et réciproquement. Bon, alors. Aujourd'hui, une affaire de philosophie. Je dis exprès ça, pour ne pas dire une question, pour ne pas dire un problème, pour dire une affaire, c'est-à-dire une complexité qui est assez opaque et qui a le caractère des affaires, un peu louche, un peu trafiquée, un peu déstabilisant du point de vue politique. Bon, bref, une affaire. Hein, bon. Je serais assez proche de penser que la philosophie a pour forme la forme affaire, avec des chantages, avec des alliances, avec bref tout ce qu'il y a dans une affaire, hein, avec le côté mystère, caché, etc. Bon, alors dans une affaire de philosophie, il y a quand même trois grandes composantes qui sont toujours les mêmes qu'on va retrouver, à savoir la fidélité d'appartenance à une tradition, c'est-à-dire un nœud de problèmes canoniques, qui se distribue un peu comme vous voudrez, c'est-à-dire, à savoir, ou bien le conflit entre les fondamentaux et les positivistes, bon, une première possibilité, bon, de comprendre ces problèmes, ou bien la chaîne des abstractions qui font les traités de métaphysique, bon, dont je parlais tout à l'heure, ou bien les systèmes qui sont à peu près momifiés, bon, et qu'on expose comme ça. Bon, alors ça, on ne peut pas éviter, ce serait une inconscience et une espèce de, je dirais, de délire, de croire qu'on peut se passer, sous le nom de philosophie, d'un séjour, d'un passage par l'épreuve de la tradition. Ça c'est bon. Il n'y a pas moyen d'inaugurer. Pas moyen d'inaugurer. Bon. Alors, ce passage, il peut être très bref, il peut être même minimal. Bon. Quand on pense que Valéry savait quasiment rien en philo, hein. Rien. Bon. Et que quand il avait pris une page du Phèdre, il partait comme ça, il s'embarquait, mais il est très fort, hein, il est très très fort en philo, très très fort, moi je le tiens pour... Bon, mais pour un philosophe de première importance, bon, évidemment, il n'appartient pas, lui, à la tradition, bon, il s'y frotte très peu, mais il appartient plutôt à deuxième groupe, deuxième façon de faire, qui est... ne pas se laisser monter la tête par les grands mots. Surtout pas. Surtout pas. Éternité, etc. Oula, bon, Dieu, l'absolu, tout ça. Il dit, c'est des mots qu'on ne peut pas honorer par des opérations et par des actes. Bon, autrement dit, on ne peut pas transcrire l'absolu par les actes qui y correspondraient. Bon, pas possible. Bon, donc, on est embarqué sur un destrier spéculatif, comme le dit Engels. Il faut retenir le destrier spéculatif. Bon. Et puis, troisièmement, il y a une composante importante, la troisième, qui fait que ce que je voudrais vous faire sentir ici, c'est que je renonce à ce que c'est que le bien lié en philo, le tout bien lié. Bon. Le tout admirablement bien lié. Bon. Que nous donne quand même un dialogue de Platon, puisqu'il suffit simplement de regarder un petit peu, et on voit que c'est extraordinairement lié. Bon, et que c'est composé comme une œuvre d'art. Bon. Et donc, je renonce au bien lié, et je trouve, une fois que j'ai renoncé à ça,
des butées. Des butées, c'est-à-dire je viens buter contre des choses qui résistent, c'est-à-dire que vous ne ferez pas de philo si vous n'êtes pas passé un tout petit peu par X, Y ou Z. Bon, ne serait-ce que pour choper quelques problèmes et quelques mots que vous allez immédiatement dépioter et transformer et récuser. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Bon, alors, mais il y a une troisième butée qui est à quelle distance et quelle bonne distance d'analyse doit-on se placer vis-à-vis de l'expérience pour l'analyser. C'est un problème que Pascal a bien connu, ça. Autrement dit, de combien faut-il s'approcher, circuler d'un tableau pour le voir. Bon, et bien de la même façon, si on est le nez collé, on est dans les statistiques, hein, et on fait de la sociologie statistique. Bon, moi je n'ai jamais eu un grand faible pour la sociologie, je l'avoue ça. Bon, c'était pas mon domaine. Bon, mais je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de productions qui sont d'incroyables platitudes. Bon, d'incroyables platitudes. Oh, oui, on se dit, mon Dieu, c'est pas possible ça. Bon, d'apprendre que, je sais pas, moi, l'air est meilleur à la campagne qu'à Paris, des choses comme ça. Bon. Oui, avec des études, des variations, des cours, tout ça. Bon. Non, je me moque, d'accord, je me moque, je le sais bien, on peut se moquer aussi de la philo, pareil. Bon, ben, il n'y a pas de sociologue ici, peut-être, il y en a, peut-être, j'en sais rien. Bon, même celle qui a pu m'intéresser un peu, ça m'a quand même jamais transporté. Bon, parce que c'est trop collé, trop. Bon, puis il y a un autre point de vue qui est le point de vue de Sirius. Alors là, on regarde ça de très haut, on n'est plus impliqué du tout. C'est des implications complètes. Donc, le troisième problème est un problème d'ajustement. Combien faut-il s'approcher sur reculer pour saisir les articulations du réel? Bon. Très difficile de saisir les articulations du réel. C'est là où on va retrouver ce dont je parlais il y a 8 semaines, je sais pas, la question de la topique. Vous vous rappelez peut-être. Bon. Alors, j'avance un peu et je rappelle simplement que les formes de discursivité de philosophie, bon, les formes dans lesquelles s'est réalisée une philosophie. Alors, je viens de dire que aujourd'hui, il faut renoncer au tout bien lié. Bon, et ce qui m'a frappé, c'est que les affaires grecques étaient toujours internes, les problèmes étaient toujours internes à la forme discussion. Bon, la forme discussion qui est la forme civique de la façon dont le logos opère. Bon, avec objection, proposition, objection, réfutation, etc. Bon, chez les scolastiques, tout le philosophique réside dans l'argumentation. Bon, ce qu'on ne peut pas argumenter est en dehors. Bon. Je vais très très vite, je ne vais pas m'amuser à faire tout. Et ce serait intéressant d'ailleurs de voir que chaque je dirais, époque, je donnerai une définition un peu stricte de l'époque. Bon, parce que c'est quand même, à mon sens, assez précis l'époque. Bon, chaque époque conjoint quelque chose de, je dirais, une forme politico-sociale et une forme de discursivité. C'est pas sans connexion. Bon, c'était Panofsky qui avait fait des choses sur une homologie entre le plan de la somme théologique de saint Thomas et le plan d'une cathédrale gothique. Bon, et il trouvait des analogies. Bon, ça je suis, oui, j'écoute. Bon, mais par exemple, il est certain que chez Bergson, le philosophique est interne à la forme suivante, dissolution des résistances. Tout ce qui résiste doit être, je dirais, d'une certaine façon, résolu, dissous, éliminé, etc. Bon, et quand on l'a réussi, c'est parfait. Bon, alors, bref, la philosophie, telle que j'en parle aujourd'hui, on a peut-être fini avec ce qui était pour elle
comme une œuvre d'art, bon, alors qu'elle a été récitation d'un poème, enchaînement argumentatif, démonstration, roman. Bon, on a parlé de la phénoménologie de l'esprit comme un roman. Hein, c'est vrai, il y a quelque chose de romanesque dedans. Il y a comme ça, des moments de ça s'inverse, ça se retourne. L'intrigue, il y a une intrigue. Bon, alors, ce qui m'intéresse, c'est l'éclatement en plusieurs séquences, chacune escomptant remplir le programme plénier de la philo tout entière. Bon, sans pouvoir y parvenir. Autrement dit, il n'y a aucune démarche totale en philo. Aucune démarche totale. Par conséquent, il y a nécessairement un reste qui doit être pris en charge par une autre discursivité. Bon. Ce qui est exemplairement non hegelien, par exemple. Comme on dit, dans d'autres contextes, je disais, pour Hegel, il n'y a pas de par ailleurs. S'il y a du par ailleurs, c'est qu'on a été trop faible dans le déploiement du concept. Bon, il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de par ailleurs, il n'y a pas d'autre point de vue, etc., etc. Bon, alors, cet éclatement se traduit par, je dirais, trois situations. Premièrement, que faire, comment traiter les irréalités dont on hérite sous le nom de philosophie. Première proposition. La deuxième, c'est comment contrôler le soi philosophant pour éviter qu'il ne se laisse emporter dans la démesure, disons, du surplomb, du plus loin, de la forme sans contenu, de la forme des formes, etc., etc. Bon, c'est très fascinant, l'emballement des facultés. Bon, dès qu'on regarde, on a envie de voir de l'invisible. C'est quand même étrange, ça, non? C'est quand même étrange. Je connais mon amie Marie-Josée Monzin ne s'occupe que de l'invisible. Et elle s'occupe d'œuvres plastiques. Bon, comme on dit, alors, elle argumente, très bien, bon, mais c'est quand même singulier que l'exemple le plus simpliste du fonctionnement de nos facultés nous fait passer immédiatement à une certaine démesure. Bon, c'est quand même un petit peu tordu de vouloir voir l'invisible alors qu'on nomme ça l'invisible. Bon, ou bien alors on ne sait pas ce qu'on dit. Bon, et troisièmement, il y a quelque chose que je vais essayer de développer et qui est, sous le nom de philosophie, le dessin de la topique qui est en train de se mettre en place et de chasser la topique qui était là. Donc, je vais m'expliquer sur ce qu'est une topique. Bon. Trois affaires. Vous y êtes? Parce que je préfère répéter plutôt que d'aller trop vite. Trois affaires qui sont issues de l'effondrement, de la dissolution, de l'éclatement de la belle forme. Bon. À savoir, on a sur les bras des irréalités qui continuent à avoir, je dirais, une certaine autorité. Les linguistes employaient le mot substance au XXe siècle. Hein, bon, Jemslev parle de la substance. Bon, donc le mot est disponible. Bon, et il nomme bien quelque chose, on le sait bien. Bon, mais il faut savoir le manier avec prudence. Bon, donc le traitement des irréalités, il faut pas dire la philo ne vaut rien parce qu'elle est bourrée d'irréalités. Il y a tout le temps des irréalités. Bon. Ou des imaginaires, vous voudrez, hein, bon, mais ça c'est pas grave. Il faut simplement ne pas les traiter comme des choses. Hein. Si vous les traitez comme des choses, alors là, une chose, vous demandez qu'elle existe, mais la substance, non. Bon, De Santi disait bien, je ne sais pas ce que c'est que la substance chez Spinoza, mais je sais qu'il y a un emploi du mot substance pour qualifier quelque chose. Bon, c'est très différent. Bon, la substance n'existe pas. Bon,
C'est peut-être le pas qui a été décisif pour moi dans ce que j'ai pu comprendre en philo, quand j'ai compris que la plupart des grandes entités de la pensée qu'elle fabriquait, qu'elle secrétait, bon, la forme et la matière, ça n'existe pas. Bon. D'ailleurs, c'est vrai, quand vous lisez de près Aristote, la matière, c'est pas la patte des choses. La matière, c'est le principe d'indétermination des choses. Autrement dit, c'est le principe en vertu du quoi une chose peut être plus grande ou plus petite qu'une autre. Bon, ou bien inexacte. Bon, par exemple, une table n'est pas vraiment carrée, ou rectangulaire, elle est vaguement rectangulaire. Bon, ce vaguement rectangulaire est attribué à un principe, qui dit principe dit noétique, hein. Bon, un principe qui est le principe d'indétermination. Bon, c'est ça la matière. Donc, chaque fois qu'on traite la matière comme de la pâte, hein, on dit la pâte des choses, quoi. Ben, ça, on est à côté. Bon, alors, l'atopique. Bon, donc, les irréalités d'un côté. Au milieu, la discipline, pour empêcher le soi philosophant de s'embarquer. Et troisièmement, ce que j'appelle l'atopique. Alors, c'est un mot que je reprends à Aristote, à Kant, à Freud, donc il est bien enraciné dans la tradition. Bon. Si on prend les définitions, d'ailleurs il n'y en a pas dans les topiques d'Aristote de définition de l'atopique et du topos. Bon. Alors, c'est le traité des lieux. Bon. Alors, une topique, c'est quoi? Bon. C'est un dessin. C'est le dessin que forment les articulations entre différentes régions. Bon. Il y a des régions. C'est quoi une région? Je vais m'expliquer. Bon. Une région, ben c'est déjà au sens géographique. Déjà au sens géographique, une région, c'est la forêt noire, c'est pas tout à fait la plaine d'Alsace. Bon, par exemple. Bon, Aristote dit qu'il y a quelque chose d'important dans un traité où il s'abstient de donner une définition, c'est que c'est lui ce traité, qui indique quels sont les lieux générateurs de discursivité. Bon, autrement dit, vous allez comprendre un exemple, sur un exemple très simple. L'origine est un mot et un lieu qui a donné lieu à énormément de discursivité. Bon, le nombre de livres qu'il y a sur l'origine, n'importe quoi, des choses, du monde, de Dieu, l'origine du monde, bon, des tableaux, des livres, etc. Bon, par conséquent, il y a des lieux comme ça qui sont extraordinairement féconds en discursivité. Ça reste fidèle à l'idée d'Aristote de ce que c'est qu'un lieu. Bon, et les lieux ont des parentés. Autrement dit, dans une région, il n'y a que des lieux de même parenté. Bon. Et les régions se distinguent les unes des autres parce que les lieux dont elles sont composées donnent lieu à des discursivités différentes, voire antagonistes. Je vais prendre un exemple très simple sur la topique qui est en train de s'effacer. Alors là, je ne résoudrai pas le problème aujourd'hui, hein, parce que si j'y arrivais, je poserais la plume et j'aurais fini mon travail. Bon, ce serait très bien d'une façon, mais voilà. Bon, la topique qui est en train de s'effacer, c'est la topique d'horizon. Bon, il y avait 3 régions dans la topique qui a dominé très longtemps. Il y avait la région terre, la région ciel, la région horizon. Bon. La région terre, lui appartenaient toutes les déterminations et tous les existants inexacts. On dit aucun arbre n'a exactement l'identité d'un autre arbre. La limite, c'est indiscernable, etc. Bon, par conséquent, ce qui est caractéristique de la Terre, c'est que les choses et les concepts qui en relèvent doivent obligatoirement comporter un caractère d'à peu près.
C'est à peu près tout à fait normal. Bon. Au ciel, on y projette les déterminations exactes, mais qui n'existent pas. Utopie, etc., tout ce que vous voulez. Bon. Alors, je reviendrai là-dessus, hein, c'est un premier... Bon. Et puis, l'horizon, c'est le lieu, c'est la région, inaccessible, évidemment, puisque c'est l'horizon. La région inaccessible, où résident toutes les déterminations qui sont ou en attente de signification ou en attente de réalisation. On dit la justice, la liberté, tout ça, bon, tout ça, vous ferez tout ça là-bas, à l'horizon. Bon. Il est évident que si vous réalisez la liberté, sur Terre, ce ne sera pas la liberté. On le sait d'avance, hein. Ce sera généralement la servitude. Bon. Si vous la réalisez dans le ciel, vous faites une belle utopie. Hein, si vous lisez, par exemple, les socialistes du 19e, vous avez des traités formidables. Par exemple, comment il s'appelle celui-là? Son nom m'échappe. J'en parlais il n'y a pas longtemps encore. Bon, tant pis. Tant pis. C'est pas Saint-Simon, c'est pas Enfantin, c'est pas Bazard, c'est Fourier. Merci. Voilà, Fourier. Il y a des choses formidables dans Fourier. On se dit, mais c'est formidable d'avoir l'imagination de ça. Il invente des passions, les passions qu'on devrait avoir, bon, et qui complètent celles qu'on a, bon, et qu'on oublie d'avoir, bon, il définit les lieux qu'on devrait habiter, bon, dans la formule très précise, où ce serait le plein développement de la dite passion, bon, les vêtements sont définis pour que... là, c'était Enfantin, celui-là. C'est un autre socialiste. Hein. Enfantin avait dessiné dans sa tête, hein, ou sur le papier, des vêtements qui se ficelaient dans le dos pour qu'on s'entraide les uns les autres et qu'on ne puisse pas mettre son vêtement tout seul. Bon, ça c'est charmant, mais on sent bien que c'est pas pour... Enfin, c'est peut-être pour demain, j'en sais rien. Bon, c'est peut-être pour demain. Bon, alors, donc... la topique qui a beaucoup dominé, bon, au XIXe siècle, bon, domine, bon, ciel, terre, horizon, aujourd'hui, dans le fond, l'horizon est bouché, hein, comme on le dit d'ailleurs, l'horizon est bouché, c'est-à-dire qu'on a mis un mur, hein, bon, on met des murs, bon, on repart à fond dans les murs, hein. Vous avez remarqué? Les murs. Bon, on met un mur, comme ça, au moins, la liberté, elle est enclose. Hein. Bon, on met un mur. Bon. Alors, le ciel, il n'y en a plus. On met plus rien dans le ciel. Le ciel est vide, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas Vigny qui dit ça. Hein. Enfin, entre autres, il n'est pas le seul. Non. Il me semble que vague souvenir de mes classes. Bon, de Vigny. Alfred de Vigny. Bon. Vous en lisez beaucoup, ça, Alfred de Vigny? Non, c'est... Saint-Marc, c'était pas mal, le roman, c'était pas mal, mais les poèmes, non. Bon. Et puis, la Terre a pris toute l'importance, et je me dis qu'on est en train de la transformer en plateforme des plateformes. Vous savez que le mot plateforme, là, j'ai appris récemment grâce à mon copain Cavaillé, qui est un philosophe, là. Bon, la plateforme, c'est un terme qui sert dans tous les domaines. C'est-à-dire de là où on expérimente, là où on essaie, là où on éprouve, c'est de là qu'on lance et c'est de là qu'on s'élance. Bon. Pas seulement les plateformes en mer pour aller chercher le pétrole, mais il y a des plateformes dans tous les secteurs. Bon. Et j'ai l'impression que tendanciellement la Terre est en train de devenir la plateforme des plateformes. La plateforme. Donc, c'est amusant, c'est que tout à l'heure je vous disais la forme terminée, et voilà qu'on retombe sur des plateformes. Bon,
ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Bon, alors, les plateformes coexistent, par exemple, avec les hautes formes, hein, des buildings. Bon, alors, ça met du contraste, c'est amusant, ça. Bon, qu'est-ce qui va l'emporter? Des hautes formes, genre les hautes formes babéliennes, hein, qui vont à la conquête du monde, du ciel, ou bien les plateformes qui sont les aérodromes, les rampes de lancement, les plateformes ont fait des essais nucléaires, les plateformes ont fait des essais de toutes sortes. Bon, là, je vous parlerai, je connaissais rien, hein, bon, rien du tout, moi, mais j'apprends ça et ça me paraît marrant de juger que la Terre cesse d'être une affaire de fécondité. C'est pas Gaïa qui enfante, qui engendre, etc. C'est fini Gaïa. Hein. Il y a un gars qui vient d'écrire un Gaïa, là, non? C'est Latour, non? Latour, il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Gaïa. Bon, mais non, c'est pas ça. Fini Gaïa. Gaïa, c'est terminé. C'est la mythologie grecque. Aujourd'hui, c'est les plateformes. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas de fécondité. On ne demande pas. C'est simplement un truc qui permet d'avoir un point de départ. Bon, et sans retour. Hein, sans retour. Bon. Alors. La topique qui vient, elle n'est pas encore installée. Évident. Bon, vous avez bien compris, hein. Alors, une topique, c'est un dessin. Hein. Quand, par exemple, on représente les topiques freudiennes, bon, ça, etc. Bon, c'est-à-dire que chaque zone, hein, chaque région a un type d'objet de discursivité et de régime spécifique. Bon, ça, c'est donc, par exemple, ça, et puis le ciel. Bon, là vous avez le ciel, donc, là vous avez la terre, et là vous avez l'horizon. Bon, voilà, bon. Alors ça, plateforme, je ne sais pas comment le dessiner. Hein, bon, donc, la topique est donc un dessin. Un dessin. Hein, bon, un dessin mental, intellectuel, mais c'est un dessin qui répartit des régions. Le région est un terme que je n'invente pas, qui est husserlien. Bon, par exemple, Husserl parle de la région nature. Bon, elle n'existe plus, la région nature, hein. Terminée la région nature. Elle est en suspens. Elle est en train de... Je ne veux pas entrer aussi aujourd'hui dans le détail, bon, mais pour lui, une région, c'était tout ce qui était soumis à la législation d'un concept. Quand un concept régissait un certain espace de notions, bon, la région nature, la nature s'étendait sur un certain nombre d'étangs, de relations, de mouvements, etc. Bon, et c'était aussi bien physique que discursif. Hein. Bon. Donc je reprends le mot à Husserl pour... on pourrait dire que ce que Platon appelle, disons, dans le Timée, l'espèce de région originaire, la Cora, hein, cette région à partir de laquelle tout procède. Bon, dans une espèce de polémicité qui est dans le fond une façon de reprendre la théogonie d'Hésiode, à savoir la façon dont les dieux s'engendrent à partir d'abîmes. Bon, alors qui se dit en grec chaos. Bon, alors ça je laisse. Bon, et donc une topique, c'est le dessin des régions. Alors qui circonscrivent tous les lieux qui donnent naissance à des discursivités parentes. Bon. Parentes, c'est-à-dire qui... Alors, c'est très difficile, vous savez ça. Je n'ai vu personne dessiner la topique qui vient. Bon. Je me lance dans... Je sais pas quoi, là. Bon. Je sais pas. Bon. Autrement dit, il y en a une qui vient, c'est sûr. Bon. Qui n'est pas encore en place. Quand elle sera en place, elle le sera un jour. Bon,
on ne sera peut-être plus là, nous. Enfin, moi sûrement pas, mais on sera peut-être plus là. Mais quand elle sera en place, je ne sais pas s'il y aura des places. Hein, bon, mais il y aura une certaine stabilisation, sans doute. On ne peut pas tout le temps être dans les fractions. Hein, on ne peut pas tout le temps être... Bon, ça m'étonnerait, ça. Ça m'étonnerait. Là, je reste grec. Il faut qu'il y ait un rythme, à savoir une alternance des fractions et de repos. Bon, j'ai peut-être tort, hein, je n'en sais rien. Pourquoi les Grecs auraient-ils raison? Je n'en sais rien non plus. Bon, alors, avançons encore un peu, si vous voulez bien. Bon, alors, ça, je pars tout de suite. Bon, alors, il y a une question qui m'occuperait, c'est comment caractériser l'époque actuelle de la philosophie. Bon, autrement dit, où en est-elle dans sa mue? Bon, j'insiste évidemment sur la ratiocination. Bon, ça, généralement, c'est extraordinairement d'évaluer la ratiocination. Bon. Et c'est pourtant la façon dont s'amorce l'aptitude philosophique. Bon. À savoir poser des questions qui sont de pseudo-questions et qui auxquelles on apporte de pseudo-réponses et qui font qu'on piétine et qui font que les gens s'énervent et qu'il y a une impatience qui naît. Et dans le socratisme, les impatiences sont éliminées, parce qu'il faut avoir l'endurance de subir, évidemment, tous les longs développements sur on a compris, mais n'empêche qu'il faut rester sous la férule. Bon. Et là, il y a beaucoup de ratiocination dans les dialogues de Platon. Beaucoup. Bon. Mais une ratiocination importante, pas du tout secondaire. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas en savoir, mais on progresse en aptitude dialectique, qui est très différent. Très différent. C'est-à-dire, on progresse non pas en choses à savoir, bon, mais on progresse dans le fait d'être plus souple pour trouver des connexions et faire des relations auxquelles on ne penserait pas. Bon. Alors, il faut quand même évidemment trouver un moyen d'interrompre la ratiocination. Il faut l'interrompre. Bon. Troisièmement, il n'y a pas de philosophie qui ne comporte l'exigence d'une modification d'attitude. On ne peut pas entrer en philosophie comme on est quand on est, je dirais, ou l'expérience ordinaire ou l'expérience naturelle, pour parler comme Husserl, c'est-à-dire il faut trouver un moyen pour changer d'attitude, c'est-à-dire d'être au monde. C'est-à-dire qu'il faut, à son propre usage à soi, mettre en suspens sa propre constitution. Notre constitution, vous savez qu'elle est une constitution d'articulation. Nous articulons de l'énergie et de la signification. Être homme, c'est être la jointure entre de la signification, un pouvoir de signification et de l'énergie. Bon, si on n'arrive pas à articuler ça, bon, ça va pas. Bon, et donc la modification d'attitude est exigée. Bon, si on ne la réussit pas, c'est loupé. Si on ne la réussit pas, c'est loupé. Bon, c'est pourquoi il y a ce motif si constant du retranchement, bon, mais c'est pas ça l'essentiel. Bon, c'est pas de se retrancher. Ce qu'il faut, c'est apercevoir que nous avons une constitution relative et que nous prétendons, à travers cette constitution relative, atteindre du non relatif, de l'irrelatif, ce qui est quand même singulier. Bon, alors ça, j'y reviendrai. Et puis, quatrièmement, il n'y a pas de philosophie s'il n'y a pas une composante de saut, de transition et de passage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, dans une continuité tranquille, passer à la philosophie comme si de rien n'était. Il faut prendre sur soi l'énergie
de faire un saut. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on retombe. Il n'y a pas de philosophie d'ailleurs qui n'implique ce motif. Et si tu regardes là explicitement développé, tous le bon. Alors, dans cette mue de la philosophie, ce qui est en train de muer, pour le aujourd'hui, j'ai le sentiment que, à la fois, on est encore dans la répétition, c'est-à-dire on est encore dans la ratiocination. On peut pas. Bon, peut-être que dans l'époque qui viendra après, on va se débarrasser de la répétition du commencement grec. Bon, cette vieille lune, vous savez, quand on nous a beaucoup raconté, il faut répéter le commencement grec. Bon, peut-être, mais j'en suis pas si sûr aujourd'hui. Je suis pas si sûr. Bon, je sais pas pourquoi ce privilège ethnique. Je peux donner des raisons, mais aujourd'hui je suis prêt à laisser tomber le privilège du commencement grec. Hein. Bon, il ne va pas radoter là-dessus. Bon, et d'ailleurs, il y a des gens qui s'occupent très bien du commencement grec, qui sont des archéologues, qui sont des historiens, etc. Ils font un très bon travail. Je vois pas pourquoi les philosophes viendraient par-dessus là, dire des choses justes, mais que d'autres disent, ou des choses plates, dans le fond, mais grandiloquentes. Bon. Alors, on est encore dans la répétition, on est déjà dans le passage à l'autre topique, c'est-à-dire que il va y avoir une reconfiguration complète des régions, ça c'est sûr. Bon, ce que je veux dire c'est simple, autrement dit, les mathématiques n'appartiennent pas à la même région que la cuisine. Hein? Bon. Ni les concepts, ni les produits, les productions ne peuvent appartenir à la même région. Bon, mais la cuisine peut sans doute appartenir à une région où, Platon l'a fait appartenir à tout ce qui est de l'ordre du cosmétique, etc., bon, de la parure, de la tromperie, de la rhétorique. Bon, c'est un cas de rhétorique, la cuisine. Pas l'alimentation, la cuisine, c'est-à-dire la recherche de la gastronomie, mettons. Hein. Bon. Donc, qu'il y ait des régions, ça c'est certain. Bon, c'est très difficile de savoir s'il n'y aura plus qu'une seule région, la région appareil, par exemple. Rien ne vous dit qu'il n'y aura pas qu'une seule région, la région appareil. Tout sera appareillé. Et si tout est appareillé, eh bien, la cuisine comme les mathématiques appartiennent à la même région à ce moment-là. Bon, je ne sais pas quels sont les appareils, évidemment. Bon, c'est très intéressant. J'ai un peu regardé les choses sur l'appareil. C'est marrant l'appareil, hein, très très marrant. C'est pas la machine, hein, c'est la machine. J'ai fait ça autrefois, mais l'appareil, non, je ne connaissais pas bien. Et je sais pas que je connaisse, hein, mais c'est quand même c'est intéressant. Bon, et il m'a semblé que, par exemple, il allait y avoir sans doute 4 régions d'inscription. Là, je m'avance, hein, j'en sais rien. Je vais d'avance 4 régions d'inscription pour un même étang, pour une même chose. Alors, il y aura son inscription dans la région conservatoire. Tout ce qui est musée, etc., nombre de choses qui vont au musée. Bon. Aussi bien les tableaux que les etc., que, je dirais, le génome du tigre qui va au musée, ce qui fait que quand les tigres auront disparu pour de bon, quand il n'y aura plus de tigres, on disposera quand même au musée du génome, du sperme du tigre, et puis des gamètes femelles de tigresse, et puis on arrivera bien à faire des petits tigres. Bon, sans doute. Bon, donc il y aura une région laboratoire, une région conservatoire, une région laboratoire où en même temps qu'on conserve, on fait des expérimentations sur le génome du tigre pour le modifier. Donc le même truc, à savoir le génome du tigre, il est mis au musée, il est mis au labo pour essayer des modifications. Alors, il y a une 3e région qui est l'observatoire. Je me suis amusé là avec les mots. Hein. Il faut bien s'amuser quand même. Bon, l'observatoire, c'est-à-dire que vous avez remarqué qu'il y a
on parle régulièrement d'un observatoire des libertés, d'un observatoire de ceci, d'un observatoire de cela. C'est-à-dire que c'est un lieu de relative neutralité où des gens non impliqués, d'intérêt non impliqués, donnent un avis sur le génome du tigre. Bon, est-ce qu'il est bon, ou par exemple le moustique tigre là. Bon, par exemple, un observatoire va se demander si c'est bien sage, par exemple, de procéder à l'extermination, j'ai lu un truc là-dessus, l'extermination du moustique tigre, qui paraît une bonne chose parce que il n'y aura plus de virus Zika. Bon, mais l'extermination, donc c'est dangereux ça, le mot est délicat. Donc il y a un observatoire et donc toutes les choses vont à l'observatoire pour savoir si les décisions prises à leur propos, aussi bien en laboratoire qu'en conservatoire, si on conserve des choses redoutables, hein, si on conserve je sais pas moi, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, un type qui avait mis de côté des souches de la peste. Bon, et il était à tout moment capable de répandre ça. Bon, ça faisait matière à des films d'horreur quand j'avais 10 ans, je me rappelle. Bon. Il y avait la menace d'un fou, évidemment, qui avait contaminé des animaux avec la peste et qui menaçait de les lâcher. Bon. Donc, il y a des choses qui ne vont pas conserver, peut-être. Bon. Et puis, il y en a d'autres. Bon, il faut un observatoire. Et puis, il y a ce que j'appelle une dernière région où nous sommes, vous et moi en ce moment, c'est la région moratoire. C'est-à-dire qu'on nous accorde un peu de sursis. Bon. Ah oui, c'est-à-dire que vous existez, on vous accorde d'exister. Bon, on vous touchera pas, vous irez pas au labo, vous irez pas au musée, vous irez pas à l'observatoire, vous serez dans le moratoire. Bon, alors, ça m'a amusé d'avoir ces 4 mots qui étaient en war. Bon, ça n'a pas d'importance, hein. Mais c'est pour suggérer que voilà 4 régions qui donnent un tout autre destin aux choses, puisque les mêmes choses sont simultanément dans 4 endroits où elles ont un statut ultra différent. Bon. Car si on nous met dans un conservatoire, nous, c'est terminé. Hein, c'est terminé de... Bon, ce sont les Indiens mis en réserve. Hein. Bon, c'est pas tellement des fantasmagories, ce sont des choses qui ont lieu. Hein. Bon, on met en réserve. Bon, je me rappelle quand on avait découvert une petite micro-société en Nouvelle-Guinée, le problème était de savoir comment il fallait les approcher pour ne pas les contaminer. C'est une évidence, ça. Bon, et par conséquent, on voit bien qu'il y a une nouvelle topique qui est en train d'approcher, à savoir une nouvelle façon de faire la découpe. Bon, de faire les découpes. Alors, ça m'intéresserait parce que je pense qu'il y aura une lutte à mort entre cette nouvelle topique qui va venir, qui est déjà là dans le fond, d'une certaine façon, mais pas encore complètement, et puis la topique à laquelle vous êtes habitués, c'est-à-dire celle où il y a du ciel, la terre et l'horizon. Bon, nous attendons, on ne fait pas attention, mais nous attendons beaucoup de l'horizon quand même, vous savez. Bon, et puis, alors, bon, donc, je continue. Alors, quelle heure il est là? Bon, je vais... Oui, j'ai une montre là. Alors, là, je passe un peu. Ce qui est difficile, c'est évidemment de procéder au diagnostic de l'aujourd'hui. Bon, très difficile. Bon, parce que ça, dans la tradition et dans la lignée de ce que c'était que faire de la philo, ce diagnostic-là appartient plutôt à des sociologues, à des ethnologues, à des statisticiens, à des démographes, etc. Bon, comment voulez-vous, dans la plus grande incompétence, que je distribue la configuration des choses, hein. Bon, il y a eu un temps, c'était facile, il y avait les choses éternelles, il y avait les choses temporelles, temporaires, bon, il y avait le créé et l'incréé, bon, il y avait, il y a eu comme ça, mais tout ça conservait la même topique, hein, en gros, ça conservait la même topique, bon, pour Descartes, il y a de l'horizon, c'est-à-dire que la science
est ouverte. Il la fonde et puis elle est ouverte. Bon, à l'horizon. Hein. Bon, il y a pas. Bon, par conséquent, il vit dans un horizon ouvert. Bon, il y a évidemment le ciel et la terre. Bon, il y a un traité du ciel, il y a un traité du monde, et bon, et il sait ce que c'est que la terre. Bon, et puis il sait ce que c'est que cette autre découpe qui est une région nature et une région société. Bon. Alors là, comment ça va se passer, ça, une région? Bon, je voyais aujourd'hui même que dans la jungle de Calais, hein, ça ne va pas être plus contemporain, il y avait un Anglais qui avait proposé d'étudier la façon dont on est dans la jungle de Calais, qui n'est ni une vie citadine, ni une vie, je dirais, d'errant. Bon, qui est une vie d'un nouveau style, et donc avec un nouvel état de ville, qui n'est plus... alors, bon, il distinguait... Il avait... D'ailleurs, j'ai lu un article dans le livre, je crois. Il y avait un article, et il y avait une topique. Il y avait, dans la jungle de Calais, il y avait il y a, pour ce qui en est conservé, toute la géographie de ce qui est passage, rue, ruelle, etc., place, circulation, quoi. Et ça s'appelait le Viaire, ça, le Via, la rue, hein, la Via. Bon, et il y a tout ce qui est de l'ordre des monuments et tout ce qui est de l'ordre de l'habitat. Bon, par conséquent, ça relève, ça, de ce qui est très ancien, qui est la fantasmagorie, on peut dire, du grand, comment on peut dire, du grand architecte urbaniste, Hippodamos de Milet, hein, qui est célèbre dans l'Antiquité, était évidemment pas seulement un architecte, mais aussi un penseur. Bon, et c'est un homme qui fait des topiques, il fait une topique. Bon, autrement dit, il distribue des régions. Et on n'y fait pas les mêmes choses, on n'y rencontre pas les mêmes gens, et c'est pas les mêmes occupants. Bon, alors, il y aura une règle que je marquais pour moi là, il y a une règle latérale, c'est-à-dire une règle dans ce que je dis, qui est latérale, à savoir que ne pas trop traîner pour en arriver au plus vite au contenu même. Bon, vous savez que ça a été une des tares de la philo, qu'elle a beaucoup traîné dans les préliminaires et la propédeutique. Hegel dit jusqu'à moi, ça a traîné. Bon, il a raison. Bon, alors, et les préliminaires sont très vite capables de ressurgir. Bon, on repart encore et on diffère, ma foi, l'essentiel. Bon, je me souviens d'un débat entre un étudiant de l'école normale et Derrida. Bon, l'étudiant lui dit à Derrida, après un topo, mais avec tout ça, vous retardez l'action. Bon, et Derrida dit, mais dès qu'on parle, on retarde toujours quelque chose. Bon, et l'autre dit, mais il ne faut pas parler alors, il faut faire. Alors, c'est ouvert un débat sur est-ce qu'il fallait parler ou faire. Bon. Alors ça, avec mon ami Antonia, c'est un de nos dadas. C'est évident, bon, qu'il y a un problème là. On ne peut pas se ruer dans l'activisme, et on ne peut pas non plus se ruer, enfin se cantonner en permanence dans, je dirais, la préparation de ce qu'on va faire. Bon, la préparation à penser. Bon, il faut sauter. C'est pour ça que le saut est essentiel. Il faut sauter. Bon. Alors, je continue, et l'objectif de l'année, voilà, j'en arrive à quand même, l'objectif de cette année, je conjecture, donc ça veut dire que je ne sais pas, hein, je conjecture qu'il y a peut-être une affinité ou une homologie entre la philosophie morcelée, celle qui se présente comme vous obligeant à vous situer sur l'un des trois pôles, ou bien la ratiocination, ou bien, je dirais, la modification de soi qui se débarrasse de toutes ces véhémences rhétoriques et donc de tout son surplus, je dirais, pléthorique, bon, ou bien
passer directement, la troisième possibilité, parce que j'ai la conviction que la troisième affaire de la philo, là, hein, les trois morceaux, hein, la troisième affaire, c'est dessiner la topique du présent, c'est-à-dire on ne fait plus de philo. C'est faire de la philo sans faire de la philo. Bon, ça c'est une idée à laquelle je crois, qu'il y aura un temps où faire de la philo, ce sera tout à fait autre chose que ratiociner sur le commencement, la corruption du commencement, le recommencement du commencement, l'attente de l'événement, tout ça. Bon, vous connaissez toute cette musique. Là, bon, moi je suis pas très favorable à ça. Bon, alors, donc, l'objectif de cette année est de conjecturer qu'il y a peut-être une homologie, une affinité entre la philosophie morcelée, celui qui voudrait aujourd'hui entreprendre un discours qui doublerait le processus réel en étant d'un seul tenant, perdrait son temps. Celui qui aujourd'hui se dit, ah ben j'ai 18 ans, j'ai le temps avec moi, je vais tenir un discours continu, sans lacune, qui va tout dire et tout lier, celui-là est bon à mettre au cabanon. Bon. Donc, il faut consentir, et c'est de la sagesse intéressante, à ne plus avoir affaire qu'à des segments, secteurs, zones, régions mal liés. Bon. Et on est très bien dans le mal lié, vous savez. C'est parce qu'on a été, comment dirais-je, formé à l'idée que c'est dans le bon lien que se font les bonnes choses. Je n'en crois rien, Le lien peut être lâche. Il faut un peu de lien, c'est vrai, il faut un peu de lien. Mais du lien lâche. Bon. Et une philo qui aurait compris que, au lieu de ressasser, elle peut passer à autre chose. Elle a beaucoup de mal à passer à autre chose, une philo. Beaucoup de mal. Oh là là, un philosophe qui passe avec armes et bagages à n'importe quoi d'autre, mais sans continuer à faire de la philo par une importation occulte, hein, qui a fini, terminé, on n'en parle plus. Bon, je trouve que ça sera très très bien, moi. Bon, c'est une force, c'était pas le problème de notre ami Marc, mais qui lui restait intérieur, mon ami Marc Richir, restait intérieur, et très profondément intérieur, à l'approfondissement interminable. On peut être un grand philosophe comme ça, hein. On peut être un grand philosophe qui se barre de la philo, un grand philosophe qui reste attaché à la philo, et un grand philosophe qui est tout le temps en train d'essayer de se barrer. Bon, il y a trois possibilités. Rester attaché au piquet, se barrer, et puis être dehors. Bon. Et je crois qu'il y a une équivalence de philosophie là-dedans. Bon, je ne sais pas trop laquelle, c'est mon hypothèse. Hein. Bon, et alors, il y a donc je dirais peut-être une affinité entre la philosophie morcelée et la topique de notre époque, qui est une topique conflictuelle, où il y a un peu de l'ancienne, un peu de la nouvelle. Alors ça serait, si vous avez des idées sur la façon dont s'articule le réel aujourd'hui, hein, faites-le savoir. Hein. Faites-le savoir. Comment il se divise, quelles sont ses zones, autrement dit, les régions naturelles, c'est terminé, ça. La mer et la terre, c'est fini, ça. Bon, c'est peut-être dommage, mais c'est fini. Bon, je sais pas, moi, le ciel et le ciel deviendra, ce qu'on appelle le ciel deviendra une rampe de lancement généralisée pour envoyer des trucs plus loin. Bon, par conséquent, vous sentez bien qu'on est tout le temps en train de se demander comment aller plus loin. Bon, c'est-à-dire quitter le sol. Bon, alors, il y en a qui vont pleurnicher sur la perte de sol, évidemment. Ça, on connaît qui pleurnichent sur la perte de sol. Bon, mais moi, je ne pleure pas là-dessus. Ce que je pleure, c'est quand on veut maintenir à toute force des discursivités qui sont mortes, qui sont stériles. Bon, seule la fécondité est intéressante quand même. Ce serait mon critère, moi. Ce qui m'ennuie dans la nouvelle topique qui vient, c'est que
la Terre n'est plus associée à une dimension de fécondité. Bon, ça c'est bon. Ce qui remplace la fécondité, c'est la productivité technologique. Alors je ne sais pas. Bon, on verra bien. Peut-être que. Alors, je continue. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, le détail de l'examen j'appelle ça des pôles, hein. Bon, les 3 pôles à partir desquels dorénavant on philosophe. Après la fracture de l'œuvre d'art philosophique. Bon, aujourd'hui, si on écrivait Kant le dit déjà, si écrire de la philosophie en vers, c'est comme vouloir faire des contes d'apothicaires dans les contes de commerçants en vers. Bon. En versification. Bon, mais c'est pas pertinent. Il dit ça dans. Je l'ai lu, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Dans. Je sais plus. Bon, alors. 3 pôles. Premièrement, il y a le soi philosophant qui s'oublie dans l'exercice de la ratiocination et qui donc s'y perd. Il y a le soi se thématisant comme l'opérant, maîtrisant et contrôlant ses exercices ou le laissant libre. Je pensais à Montaigne, par exemple. Montaigne est exemplairement pour ne pas prendre des contemporains, parce que Montaigne est exemplairement un soi qui se thématise pour contrôler et orienter les exercices qu'il fait. Bon, et être conscient des exercices qu'il fait. Bon, être conscient de dormir, être conscient de manger, être conscient de marcher. Bon, sans que ça passe par du savoir, hein, parce que pas besoin de savoir marcher pour marcher. Hein, bon, d'apprendre à savoir. Bon, alors, et puis il y a un dernier soi qui est le soi ayant mis le souci de soi derrière lui et qui s'engage dans le dessin de la topique. Quand on dessine la topique, on ne pense plus du tout à soi. Bon. Et par conséquent, on a gagné quelque chose là. Bon. Autrement dit, ce qui m'intéresse dans ce glissement des trois pôles, c'est que progressivement, on renonce à attacher de l'importance à soi en train d'opérer pour savoir s'il opère bien comme il faut, etc. C'est-à-dire, là, on repart dans une ratiocination. Hein. Bon, j'ai été très fasciné par ça, donc je le sais. Bon, autrement dit, l'inquiétude, d'ailleurs j'aurais dû, moi qui étais lecteur de Hegel, j'aurais dû entendre ce que disait Hegel, à savoir celui qui se demande si c'est le vrai, signale qu'il a peur du vrai. Bon, et par conséquent, il veut des garanties avant que ce soit le vrai, parce qu'il ne se sent pas de taille à s'y confronter comme ça. Bon, eh bien, de la même façon, toutes les mesures que l'on prend pour se garantir d'avance qu'on fait bien le bon pas, ça c'est perdu. Il faut le faire, le pas. Bon, c'est-à-dire, il y a un problème de saut. Alors, les 3 pôles, je ne vais pas les reprendre aujourd'hui, mais il y en a un dont je vais parler tout de suite parce que vous comprendrez bien, c'est que le second pôle, le premier, c'est évidemment, je vais vous le dire quand même parce que ce sera bancal. Bon, le premier pôle consistera à se demander, par exemple, que serait une retranscription contemporaine du sophisme de Platon. Bon, autrement dit, si les philosophes de la tradition étaient nos contemporains, ils n'écriraient pas les œuvres qu'ils ont écrites. Ils n'écriraient peut-être pas, ils feraient autre chose, ils feraient peut-être du cinéma, peut-être du théâtre, ils feraient peut-être autre chose. Bon, autrement dit, j'ai toujours été intéressé par la transposition illimitée du contenu du sophisme ou de l'éthique sur un tout autre support. Tout autre support. Le support est complètement libre. Bon, mais il faut les inventer, les supports. Hein. Bon, il n'y en a pas tant que ça, quand même. Bon, jusque maintenant. Bon, mais
Donc, il est évident que lire le sophiste comme ça, ou lire n'importe les méditations de Descartes, c'est pas encore faire de la philo, hein. C'est pas encore faire de la philo. Bon, on commence à en faire quand on se demande qu'est-ce qu'il faut faire subir à cette teneur de signification pour la conserver en la modifiant. Bon, il faut la modifier puisque on ne fait plus de méditation aujourd'hui, hein, c'est pas quand même un genre très pratiqué. Bon, on ne peut pas écrire un traité démonstratif sur les passions aujourd'hui. Bon, c'est peine perdue ça. Bon, un traité moré-géométrico sur les passions, c'est peine perdue. Bon, c'est l'éthique quand même ça. Hein. Bon, on ne peut pas écrire, par exemple, le sophiste c'est un magnifique dialogue sur le statut de l'image. Autrement dit, mais c'est pas dit, un petit peu, mais pas à peine. Bon, mais il ne faut pas immédiatement se ruer sur l'image contemporaine. Hein. Il faut se demander comment on pourrait donner un statut à cette expression de Platon qui est dans le sophiste et qui est le cœur, le nerf du sophiste, à savoir qu'il faudrait donner un statut à ce qui est vraiment non-étant. Un non-étant étant. Bon. Ou bien c'est non-étant, ou bien c'est étant. Bon, alors, évidemment, la langue est vieille. Bon, on parle. Bon, mais le problème est que, est-ce que la contradiction ou la non-contradiction est une barrière ou pas? Bon, il est bien évident que pour aucun philosophe, la non-contradiction n'est une barrière. Hein. Bon. Aucun philosophe n'est arrêté par la contradiction. Aucun. Ça, bon. On dit souvent le contraire, mais c'est pas vrai. Ils passent gaiement par-dessus. Gaiement. Bon. Ils ont raison d'ailleurs, sinon, bon. Alors, mais qu'on puisse circuler entre ici et là-bas, c'est-à-dire comme ça, dans tous les sens, hein, d'ici au XVIIe siècle, XVIIe siècle, là, ici, bon, ça implique qu'il y ait la présupposition d'un certain type d'éternité des choses. Bon, c'est un type d'éternité, sinon on ne peut pas le faire, ça. Bon. À savoir que et l'éternité est un motif philosophique par soi. Hein. Bon, par soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'établir. Bon, c'est comme ça que, bon, je me rappelle encore une discussion de De Santi avec un tiers, le tiers lui reprochant de ne pas respecter la lettre de la critique de la raison pure. Bon, mais il disait, mais si je respecte la lettre, je m'emprisonne dans je ne sais quoi d'une reconstitution historique. Bon, penser avec la raison pure, c'est pas faire une reconstitution historique de ce qui se passe dans les concepts. Bon, c'est essayer de trouver une transposition des concepts qui fasse saisir la teneur. Bon, il faudrait appeler le transcendantal autrement. Il faudrait l'appeler autrement. Celui qui l'appellera autrement, il aura gagné quelque chose. Mais à répéter interminablement transcendantal, bon, c'est-à-dire l'ensemble des conditions a priori pour que quelque chose a priori soit possible, hein, bon, pas la peine de... Bon, alors, il y a donc, premièrement, ça. Deuxièmement, je dirais que pour condenser ce qui fait la modification, disons, du sujet philosophant, c'est, je dirais, toujours une pratique qui est contre l'ivresse. Autrement dit, Nietzsche, et il serait ici très précieux. Qu'est-ce que l'ivresse? C'est la montée en hyperbole immédiate. Bon. Nietzsche est un grand théoricien de l'ivresse sans vin. Hein. Bon, évidemment, il n'intéresse pas le vin, mais bon, c'est l'ivresse conceptuelle. Bon, à savoir que on ne sent plus les bornes et les limites de l'atopique. Bon, c'est-à-dire qu'on va dans le mur. Bon, c'est très bon. C'est pas une vague métaphore l'ivresse. Hein. C'est très précis. Quand l'ivresse, ça veut dire qu'on perd les repères. Bon, eh bien, l'ivresse conceptuelle, c'est qu'on perd les repères qui permettent d'assigner un concept, par exemple, à sa validation, à son authentification, à la possibilité de le manœuvrer, etc. Bon, il faut quand même qu'une philosophie soit praticable. Hein. Je me souviens d'Alquier disant, Alquier c'était un prof de la Sorbonne, qui disait, moi, je comprends formellement l'éthique de Spinoza, mais je ne réalise pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre vraiment. Bon, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas. Bon, oui, bon. Alors,
je crois qu'il serait intéressant d'apercevoir que tous les philosophes ont été un peu ivres. Même Aristote, il est un peu ivre. Bon. Et que c'est une des exigences de la ressaisie de soi-même philosophant que de, dégonfler l'ivresse. Et puis la troisième, qu'est-ce que c'est que cette topique? J'y reviendrai. Donc, chaque pôle indique et marque une étape dans la pratique de la philo. Il y a répéter la philo, premièrement. Premièrement, donc, répéter la philo. Deuxièmement, en philosophant, rectifier la philosophie sans disposer de modèle. C'est pas facile de rectifier sans disposer de modèle. Et puis, troisièmement, il y a, en se passant de philosophie, philosopher. Voilà ce que je proposerais comme, cheminement, à condition de ne pas... cheminement, je retire, c'est un mauvais mot. Parce que cheminement donne l'impression que on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Il n'y a qu'un saut qui permettra de passer de la première façon à la deuxième, à la troisième. Le saut, c'est un peu une notion occulte, ça. Descartes n'aimait pas ça, parce qu'il aurait dit qu'on est en train de ramener, sans en avoir l'air, les notions occultes. C'est-à-dire, c'est pourquoi il insiste tellement sur l'enchaînement des raisons. À savoir que tous les chaînons doivent être, vérifiés et solides. C'est ce que disait Lénine à propos d'une chaîne. Une chaîne vaut ce que vaut le plus faible de ses maillons. La semaine prochaine, pour aujourd'hui, on va peut-être bientôt s'arrêter. La semaine prochaine, je reprendrai sur... c'est un premier ripollinage, ça. Je reprendrai ça de façon pas autre, mais pour essayer de bien faire comprendre que mon idée la plus celle que je voudrais arriver à faire percer, c'est que si on veut être en état de dessiner la nouvelle topique, c'est-à-dire celle qui va venir, ce qui est en train de venir, il faut, à mon sens, avoir réussi à philosopher en se passant de philosophie. Philosopher, là, le verbe veut dire contrôler ses mouvements et les orienter pour qu'ils ne dépassent pas les capacités, possibilités, aptitudes, car la philo a souvent fait comme si on devait avoir un organe spécial pour faire de la philo, mais on ne l'a pas, l'organe spécial. On n'a pas d'organe pour faire de la philo. On a un organe pour marcher, des organes pour voir, des organes pour sentir, mais on n'a pas d'organe pour faire de la philo. Par conséquent, il n'y a pas à le déplorer. Il n'y a pas à dire si j'étais autrement, ce serait mieux. Si j'avais 4 entendements, ce serait mieux. Je dis ça parce que j'avais fait une année. Les plus anciens se rappellent peut-être la théorie des 4 entendements. On avait chacun 4 entendements, c'était bien ça. Je ne sais pas comment on en a changé, je ne les ai plus. La semaine prochaine, je commencerai à m'intéresser aux 3 frayages qui sont requis pour faire la philo, et je termine en indiquant quelques points. Si la philo est distribuée en plusieurs démarches qui ont chacune le titre de philo, la tentation est grande de vouloir coordonner ces démarches. C'est là où le ver est dans le fruit. Peut-être qu'il ne faut pas coordonner. Et si la philo est distribuée, comme je l'ai dit là,
eh bien, ma foi, il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas tout bien lier. Bon, c'est pas un éloge du décousu que je préconise, mais il y a quand même un souci d'assurer la continuité intégrale d'alpha jusqu'à oméga, qui est exemplairement un fantasme d'opération transcendante, bon, d'opération qu'on ne peut pas mener, qu'on ne peut pas tenir. Bon. Nous avons en tête non seulement les opérations praticables, c'est-à-dire celles que nous pratiquons, mais nous avons aussi en tête l'idée d'une opération transcendante, c'est-à-dire de l'opération que nous ne pouvons pas pratiquer parce que nous n'en avons pas les possibilités. Bon, c'est quand même singulier, ça. J'ai toujours été marqué. Saint Thomas en traite de ça. Bon, je me disais comment, je me demandais quand j'étais jeune étudiant, comment, avec l'entendement que nous avons la ressource de penser l'entendement que nous n'avons pas. C'est pas possible, ça. Bon. Et saint Thomas y répond en disant que l'entendement que nous avons, alors c'est Dieu évidemment qui l'a fait, de telle façon qu'il est en écho avec tout entendement possible. Par conséquent, il peut y avoir d'autres formes de l'entendement. Le nôtre nous suffit. Pas besoin d'imaginer celui qu'on n'a pas. Bon, c'est quand même intéressant, ça. Autrement dit, ça oblige à penser que la contingence de nos enchaînements, la contingence de notre organisation logique, eh bien, elle vaut quand même à titre d'affinité avec tout entendement possible. Bon, et même celui qui n'est pas le nôtre. Bon, alors, là, je reviendrai là-dessus. Bon, ah oui, donc, il y a une affaire sur laquelle j'aurais à revenir, qui est évidemment la tentation de l'hyper-exercice. Autrement dit, il y a 3 exercices que j'ai proposés là. Hein. Bon, mais on aurait envie d'imaginer un exercice supérieur qui économiserait le fait de faire le 1, 2 ou le 3 et qui permettrait de faire les trois d'un coup. Bon, alors ça, c'est typiquement le fantasme, je dirais, de l'opération qui n'est pas à notre portée. Bon, alors c'est ça dont il faut se déprendre. Bon, or comme la philo a quand même toujours, je dirais, flirté avec l'opération qu'on ne peut mener qu'en rêve ou qu'à la limite. Par exemple, on ne peut penser la Cora qu'en rêve. Hein. On ne peut pas la penser à l'état éveillé. Bon, eh bien, comme la philo a toujours préconisé un petit peu un flirt avec l'opération qu'on ne peut pas exercer, pratiquer, si on dit après coup que rêver à l'opération qu'on ne peut pas pratiquer, c'est de l'ivresse, et que si c'est de l'ivresse, eh bien, on va perdre tous les repères. Alors, il faut trouver à négocier entre les deux. Voilà. Bon, premier brossage du problème qui m'occupe. Il y en a un qui est dans mes cordes, c'est celui de la philo. Il y en a un qui n'est pas dans mes cordes, c'est celui de dessiner la topique du présent. Je vais essayer. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, essayer. Hein. Si ça capote, ben ça capotera. Hein. Bon, je vais pas me suicider pour ça. Hein. C'est pas du tout là de la démesure, hein, c'est pas de l'ivresse là. C'est parce que il faut se le demander quand même. Quand on est en train de penser à ce qu'on n'est pas capable de faire, il faut se demander si on n'est pas en train d'être repris par derrière par la tentation de l'ivresse. Bon, il y a une grande tentation, hein, ça c'est évident. Bon, jusqu'à sa mort, un philosophe est tenté par l'ivresse de larguer les repères. Bon, mais c'est quand même j'essaierai de voir comment je peux. Mais là, vous comprenez, il faudrait tous les savoirs du monde. Je ne les ai pas, c'est évident. Et les gens qui les ont, ces savoirs, n'en tirent pas toujours tout le
bénéfices que... Enfin, il y en a quelques-uns aussi qui sont très bien. Bon, les anthropologues sont pas mal. En ce moment, il y a des anthropologues très remarquables qui pourront peut-être me servir. Alors, ben voilà. Puis, vos suggestions sont les bienvenues, hein, vos propositions, si vous avez une idée pour sortir de cette espèce de... Oui. Je voudrais te poser une petite question sur Valérie. Oui. Est-ce que pour toi, Valérie a fait justement le C, puisque pour toi aussi, Valérie fait la philosophie en se passant la philosophie. Oui. Il a dessiné la philosophie, un nouveau regard sur le monde actuel. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport, donc? Oui, oui. Il l'a fait, oui. Oui. Mais là, c'est assez... Bon, je regarderai mieux ça. Hein. oui. Qu'est-ce que Oui. regard sur le monde actuel? Oui, je connais bien, oui, oui. Est-ce qu'il a... Est-ce que le fait de faire la philosophie sans... Oui, ça, c'est évident qu'il fait de la philosophie sans philosopher. Oui, philosophe sans philosophie. Sans la tradition. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que ça lui a permis... Je pense que ça lui a permis d'être aigu d'avoir une vue assez perçante sur le monde, sur précisément cette topique, oui. Donc, oui, Valérie serait un homme toujours à cultiver hein, là-dessus, parce que il est étonnamment, c'est même surprenant, ce qu'il tire du peu de lecture qu'il a. C'est même étonnant. Il le dit lui-même, d'ailleurs, je ne sais rien. Je ne sais rien. Bon, mais qu'importe. Il ne s'engage jamais là où il serait pris en défaut. Jamais. Il a le flair de ce qu'il peut avancer, sans... bon, il connaît un peu de mathématiques, je crois. Bon, il connaît un peu de physique et de thermodynamique. Il connaît... il connaît bien Mallarmé. Il connaît pas mal Virgile. Il connaît pas bien Pascal, mais c'est sa tête de Turc. Bon, c'est typiquement, alors c'est sa tête de Turc, alors que Pascal est un homme important là-dedans, parce que lui aussi c'est un homme qui la philosophie ne vaut pas une heure de peine, etc. Bon, il faut philosopher sans philosophie, hein, quand on est pascalien. Bon, donc être pascalien, c'est de ce ressort-là. Et Pascal est évidemment un homme qui dessine une topique. Hein, c'est la topique des grandeurs. Autrement dit, les grandeurs d'établissement, les grandeurs de l'esprit, les grandeurs d'établissement et les grandeurs de la charité. Bon, voilà sa topique. Autrement dit, le même problème, il est donné aux mathématiciens, c'est-à-dire aux gens qui sont des grandeurs de l'esprit, aux grands-ducs, qui sont des grandeurs d'établissement, et puis aux grands saints, qui sont des grandeurs de la charité. Bon, donc, Pascal est quand même quelqu'un qui est très, il est très déconnecté de son temps, c'est ça qui est rigolo, très déconnecté, et il a l'esprit très libre. Il est un peu comme Léonard de Vinci. Léonard de Vinci sont des esprits qui ne sont pas du tout des témoins de leur temps. Hein. Si on les prend comme témoins de leur temps, c'est zéro. Au contraire, ils ne veulent pas être témoins de leur temps. Ils veulent être témoins d'un autre temps, d'un hyper-temps ou d'un non-temps, etc., mais ils ne veulent pas être témoins de leur temps. Bon. Donc ça, on verra. Hein, on verra. D'accord. Merci. Et donc la semaine prochaine, hein, si vous avez encore envie de... Quelle heure il est? C'est bien moins 5. Hein. Pardon? La Turquie, oui. Alta poste, oui. Absolument. Comment ça va? Bien. Tu vas bien? Tu es où en fait? Oui, je reste. Tu es toujours à la maison Goethe, là? Oui, à la maison de Bretagne. De Bretagne, oui. Ah, mais pas Goethe, juste il n'y a pas ça. Oui, on s'est vu pour un colloque, on était en soulève. Oui, je viendrai là. Oui, hein, c'est pas tenu, hein. Plaisir. J'espère que vous rappeler. Ça sort des qu'on se voit ensemble, hein. Oui. On déjeune, hein. T'as beaucoup de travail en ce moment? Oui, mais surtout, le gros de la thèse est déjà écrite, mais il faut que je l'avance. Bon, il y a des moments où je voulais j'ai avancé par l'article.
Gros technique. Oui.